Alors, si nous prenons un objet, prenons ce pendu simple-ci. J'ai un support, j'ai mon objet. Maintenant, que se passe dans la réalité? Si je prends cet objet et que j'écarte de sa position d'équilibre, voilà ce qui se passe. Il oscille de part et d'autre jusqu'à s'arrêter. Tout simplement dû à l'existence des forces de frottement. C'est dit tout simplement que dans la réalité, la majorité de nos oscillateurs sont des oscillateurs qui doivent être entretenus pour pouvoir respecter les équations différentielles. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Alors pour aujourd'hui, on va tout simplement clôturer avec notre chapitre portant sur la notion d'oscillateur mécanique. Et pour cette dernière vidéo, on va notamment s'intéresser au pendu simple. On va aborder la notion d'oscillateur amorti parce que jusqu'ici, les vidéos en fait qu'on a fait portaient uniquement sur les oscillateurs non amortis. Et enfin, on va clôturer la vidéo tout simplement avec la notion de pendu conique. Alors, sans plus tarder, commençons déjà en ce qui concerne le pendu simple. Quel est l'essentiel à retenir? Alors, lorsqu'on te parle de pendu simple, c'est dit quoi? Le pendu simple, c'est tout simplement un système à l'extrémité. Donc, j'ai tout simplement un système constitué d'un support. Donc, voici mon support. Ici, j'ai un fil inextensible de masse négligeable. À l'extrémité de ce fil, j'ai tout simplement un objet. Un objet que généralement, on va supposer ça comme un point matériel. En fait, la particularité des points matériels, c'est que les dimensions sont très petites par rapport au centre, ce qui fait tout simplement que tout cet objet, je l'assimile comme étant un point. Donc, ce point est tout simplement le centre de gravité de mon objet. Alors, lorsqu'on écarte cet objet, c'est dire quoi? Prenons par exemple ceci. Si j'ai ceci comme un pendu simple, j'ai un support, j'ai un fil inextensible qui est relié à un objet. Alors, si je prends cet objet et que je l'écarte de sa position d'équilibre, il oscille de part et d'autre. Et si vous remarquez bien, qu'est-ce qu'on a? On a la création, en fait, d'un arc de cercle. Donc, le mouvement de ce pendu simple, c'est tout simplement un arc de cercle. D'où on dirait que les pendus simples sont des oscillateurs mécaniques en mouvement de rotation. Maintenant, comme on l'a dit, lorsqu'on veut étudier les pendus, il est important de savoir trois choses. Pouvoir trouver son équation différentielle, son équation horaire et montrer que l'énergie mécanique de son système, bien sûr pour les oscillateurs non amortis, sera tout simplement constante. Donc, pour aujourd'hui, commençons par l'étude d'un pendu simple. En premier, je veux pouvoir déterminer son équation différentielle. Lorsque je parle d'équation différentielle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut étudier le pendu. Je l'ai écarté de sa position jusqu'à une position quelconque. Ensuite, je lâche. Je l'écarte d'un angle θ. Et lorsque, qu'est-ce qu'il a? Il se déplace de part et d'autre, comme on a vu, et ainsi de suite. Donc, je peux le repérer, par exemple, à quelque part ici. Donc, il se déplace et il crée quoi? Un arc de cercle. Maintenant, si je veux cet objet, on étudie un oscillateur non amorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement pas de force de frottement, pas de résistance de l'air. Ça veut dire que si j'étudie tout simplement ce système, j'aurai quoi? Appelons ce système par exemple S. Ce cher système sera constitué de son poids. Il possède une masse. Donc, premièrement, j'aurai la force qui est le poids dirigé toujours vers le bas. Maintenant, il est relié à ce support par un fil. Un fil qu'on a dit inextensible de masse négligeable. Donc, ici, à part ça, j'ai tout simplement la tension du fil T. Bien, ce sont les seules forces vu qu'on ne considère pas les forces de frottement. C'est-à-dire que si j'applique la relation fondamentale, donc, vous faites les différentes étapes qu'on a vu, le système F, référentiel terrestre supposé galiléen, force, le poids et la tension. Donc, si on part directement que j'applique la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire que la somme des moments, or ici on a quelle force? On a donc le moment. Il se déplace comme ça par rapport à cet axe-ci qu'on va tout simplement appeler l'axe delta. Donc, on va dire que la somme, le moment du poids par rapport à delta, plus le moment par rapport à delta, de quelle autre force on a? La tension égale à J delta, θ point point.
Or, remarquez quoi? Ce point, ce système, c'est tout simplement un point matériel. Donc, il n'y a pas de rayon, il n'y a pas de dimension, en fait. Donc, c'est dit que si je veux son énergie, son moment d'inertie, ça sera tout simplement, vu que c'est par rapport à cet axe-ci, donc son J delta pour lui, c'est 0. Maintenant, comme il est séparé de l'axe de rotation du fil de longueur L, ça veut dire que ça serait tout simplement appliqué la loi de Huygens reviendrait tout simplement à dire que ça sera la masse de mon objet que j'appelle M fois la distance qui le sépare de l'axe, c'est-à-dire L au carré. Ça veut dire tout simplement que ce monsieur, dans ce cas de figure pour un pendu simple, je peux le remplacer par ML au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que la tension rencontre l'axe, ça veut dire que son moment, c'est 0. Maintenant, le poids, qu'est-ce que le poids fait d'habitude? L'objet se déplace comme ceci, le poids descend, il veut le diriger vers sa position d'équilibre. Donc, pour un objet qui est en train de monter, le poids s'oppose tout simplement à son mouvement. Et s'il s'oppose à son mouvement, ça veut dire que son moment, ça sera moins mg. Quelle distance le sépare? Regardez, on fait tout simplement ceci. Si j'appelle ça D, j'ai l'angle droit ici. Donc, la distance ici, vous allez tout simplement mettre D égale à J d'éclat qui est ML carré θ point. Donc, les masses peuvent s'en aller. Maintenant, si je veux se shader cette distance-ci, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sinus θ, si je prends sinus θ sera égal à quoi? Sera égal à côté opposé sur hypoténuse qui est la longueur du fil L. Donc, D, c'est tout simplement, si on fait traverser, on aura L carré, θ point, plus quoi? Plus G, ça là c'est L sinus θ, donc égal à 0. Donc, c'est dit tout simplement que j'aurai, on peut encore simplifier un L, j'aurai donc θ point plus G sur L sinus θ. Donc, de façon générale, voici tout simplement l'équation différentielle d'un θ point plus G sur L sinus θ égale à 0. Or, qu'est-ce que vous remarquez? Cette équation différentielle n'est pas linéaire. Or, si ce n'est pas linéaire, ça veut tout simplement dire que de façon générale, les pendules simples ne sont pas des oscillateurs harmoniques. Mais, comme on a vu lors de la seconde vidéo, lorsque vous avez par exemple le sinus, on a dit que pour des faibles amplitudes, donc ici, il faudra tout simplement remarquer que pour des faibles amplitudes, c'est-à-dire que si l'angle en fait qu'on écarte est inférieur à 10 degrés, donc si notre θ est inférieur à 10 degrés Celsius, on l'a expliqué lors de la seconde vidéo, sinus θ serait tout simplement sensiblement égal à θ et le cosinus θ serait sensiblement égal à 1 moins θ carré sur 2. Donc, pour des faibles amplitudes, cette équation différentielle va tout simplement devenir θ point plus GL sur le θ, pardon. On n'a plus le sinus parce que sinus est confondu avec θ pour de faibles amplitudes. Or, ceci, c'est une équation différentielle de second ordre. Donc, ce qui caractérise les oscillateurs harmoniques. Maintenant, la seconde chose, hormis l'équation différentielle, c'est tout simplement arriver à trouver son équation réelle. Or, si vous avez tout simplement un oscillateur harmonique, on a dit quoi? On a dit que oméga 0, la pulsation propre, c'est tout simplement racine de G sur L. Donc, de façon générale, comme pour des petites amplitudes, c'est un oscillateur harmonique, ces équations se mettront tout simplement sous la forme de θ en fonction du temps sera égal à θ max cosinus, ou bien quelqu'un choisit sinus d'oméga 0 t plus phi. Donc, de façon générale, voilà les équations horaires de ces oscillateurs pour de faibles amplitudes. Maintenant, la dernière chose qui fait être en mesure de montrer, c'est tout simplement que l'énergie mécanique de notre système est conservative, c'est-à-dire reste constante. Alors, pour montrer ceci, c'est dit quoi? C'est dit que cet objet qui était ici s'est déplacé vers le haut. Donc, on aura une énergie potentielle de pesanteur. C'est dit que si je veux mon énergie mécanique, il possède une vitesse, donc j'ai l'énergie cinétique et j'ai l'énergie potentielle de pesanteur. Or, celui-ci, c'est quoi? 1 demi de J delta θ. Donc, θ point au carré. Et celui-ci, c'est tout simplement
Alors, n'oubliez pas que lorsque l'objet se déplace vers le haut, son énergie potentielle de pesanteur est positive. Mais lorsqu'il descend, son énergie potentielle de pesanteur est négative, lorsque, comme c'était le cas pour les ressorts. Donc, ici, comme les diriger vers le haut, je mets tout simplement plus mg. Il parcourt quelle distance? Il parcourt tout simplement la petite distance. C'est parce qu'il s'est déplacé de là à là. Donc, il parcourt cette distance qu'on va dire h. Donc, c'est mg h. Or, si je veux h, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que c'est cette distance-ci que j'appelle grand H. Donc, on va dire or, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que h, c'est tout simplement quoi? H, c'est la distance, toute la longueur L, moins la distance grand H. Or, si je veux grand H, c'est tout simplement que cos θ, c'est quoi? Côté adjacent, c'est donc ceci sur hypoténuse, donc c'est grand H sur L. Donc, ceci, c'est encore L facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, de façon générale, l'expression générale de l'énergie mécanique, ça serait 1 demi de J delta θ point au carré plus M G L facteur de 1 moins le cosinus θ. Maintenant, pour prouver que ceci, cette énergie reste constante, vous n'avez qu'à dériver. Parce que qu'est-ce que je sais? Je sais que si je dérive une expression constante, elle ne peut que donner 0. C'est-à-dire que si je dérive ceci, comme on l'a vu lors de la première vidéo, si je fais lors de la seconde plutôt, ça serait quoi? Dérivé de ceci, donc le 2 dérive, j'aurai J delta. Dérivé de ceci, c'est θ point au carré plus ceci qu'on remplace par, donc j'aurai MGL. La dérivée de ceci, c'est tout simplement 0. Dérivée de cosinus. Dérivée de θ, c'est θ point. Dérivée de cosinus, c'est sinus θ. Donc, si vous mettez le θ point, pardon, il n'y a plus le carré, étant donné que c'était 2, donc 2 à la puissance 2 moins 1, ça fait 1. Donc, j'ai J delta, θ point plus M, G, L, sinus θ. Or, en déterminant l'équation différentielle, la relation fondamentale nous a permis ici que tout simplement cette expression c'est 0. Donc, j'ai la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égal à 0. Je peux donc conclure quoi? Je peux tout simplement conclure que l'énergie mécanique est constante. Maintenant que nous avons vu l'essentiel à retenir, nous allons prendre un exercice pour voir comment appliquer cela. Notre exercice nous dit ceci. Un pendule électrostatique simple est constitué d'une petite sphère métallique électrisée assimilée à un point matériel S de masse M et de charge Q. La sphère est accrochée à un fil inextensible de longueur L et de masse négligeable. On place ce pendule entre A1 et A2, deux armatures métalliques planes où règnent simultanément deux champs uniformes, à savoir G et E. On nous dit on négligera l'action des diverses forces de résistance. À la première question, on veut préciser le signe des armatures A1 et A2, puis calculer la différence de potentiel U lorsque E est égal à 10 exposant 5 volts par mètre. Bien, alors ici, notre objet est placé dans un champ. Donc, on a à la fois la pesanteur et on a le champ électrique. Donc, on va voir comment établir l'équation différentielle dans ces conditions. Alors ici, première des choses, on veut quoi? On veut le signe des armatures. Or, ce qu'on nous a donné, c'est tout simplement le sens du champ électrique. Donc, il se déplace du bas vers le haut. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le champ se déplace toujours de l'armature positive vers l'armature négative. Donc, ici, c'est tout simplement plus et ici, c'est tout simplement moins. Ensuite, on nous demande de calculer la tension. Donc, je veux U. Or, ceci, c'est tout simplement appliquer nos formules de cours. C'est-à-dire que qu'est-ce que je sais? Je sais que le champ, c'est tout simplement la tension sur D, la distance entre les armatures. Ce qui fait que si je veux U, c'est tout simplement dire que U serait égal à E fois D. Donc, si on fait la notation numérique, ça va tout simplement nous donner, donc c'est ici. Alors, si je veux la tension entre les bornes, c'est le champ 10 exposant 5 volts fois D qui est en centimètres. Donc, on multiplie par 10 exposant moins 2. Donc, ceci va tout simplement faire
10 exposants, 4 volts. Maintenant, à la seconde question, on dit établir l'équation différentielle qui régit le mouvement de ce pendule électrostatique dans l'approximation des amplitudes faibles. Très bien. Alors, on veut l'équation des différentiels de ce système et on a précisé tout simplement pour les petites amplitudes. Donc, on va utiliser ce qu'on a dit. Donc, sinus θ sensiblement égal à θ. Bien, pour pouvoir trouver l'équation différentielle, première des choses, il faut d'abord établir quelles sont les forces présentes. N'oubliez pas que ici, on a tout simplement dit quoi? On a dit que nous sommes dans un champ électrostatique différentiel. Nous sommes dans un champ électrostatique. Donc, si je suis dans un champ électrostatique, commençons par appliquer les forces. Comme force, j'aurai le poids, étant donné qu'il possède une masse. Hormis le poids, il y a un fil inessentiel de masse négligeable qui le relie. On va appeler ça tout simplement l'axe de rotation. Parce que si on vous dit équation différentielle, c'est dit quoi? C'est dit que tout simplement, cet objet va se déplacer de part et d'autre. Donc, si on veut représenter son mouvement, ce sera quelque chose comme ceci. Il va osciller de part et d'autre de sa position d'équilibre. Donc, hormis le poids, j'aurai la tension du fil. Maintenant, je me rappelle, je suis dans un champ électrique. Or, pour représenter la force électrique, qu'est-ce qu'on sait? On sait tout simplement, on sait que la force électrique, le vecteur force électrique, c'est quoi? La charge fois le vecteur champ. Ça veut dire que le sens et la direction, les deux sont la même direction. Maintenant, le sens dépend de notre charge. Maintenant, si la charge est positive, c'est dit qu'on part dans le même sens. Comme ici, notre charge est positive, ça veut dire que comme le champ monte, la force électrique va aussi se diriger vers le haut. Donc, voilà les trois forces en présence. Donc, si j'applique la relation fondamentale de la dynamique, donc, ça va faire quoi? Ça va faire moment par rapport à l'axe du poids, celui de la tension, celui de la force électrique sera égal à J delta, θ, point. Bien. On sait que ceci, c'est 0. La tension rencontre l'axe. Pour les deux, si je fais la droite, donc je crée la perpendiculaire par rapport à la droite, la direction verticale. Donc, si j'appelle ça D, on va tout simplement, maintenant, il faut regarder quel sens. Tandis que si le mouvement monte comme ça, le poids va le ramener vers le bas, la force électrique l'aide à monter. Donc, ça veut tout simplement dire que tandis que celui-ci serait moins mgd, celui-ci serait plus la force électrique, la force fois la distance D égale à J delta, θ, point. Or, D, c'est quoi? D, c'est la longueur du fil qu'on a dit L. Donc, la longueur de ce fil ici, c'est tout simplement L. Donc, comme c'est L, ça veut dire que ici, j'aurai moins mg L sinus θ. N'oublions pas, on a précisé qu'ici, on avait fait à des petites amplitudes. La force électrique, c'est quoi? C'est tout simplement la charge valable sur la charge fois le champ électrique. Maintenant, la distance D, on a dit que c'est L aussi, sinus θ égale à J delta, θ, point. Donc, si je veux l'équation différentielle, si on peut traverser tout le monde, on va tout simplement avoir J delta, θ, point. Et comme c'est tout simplement poids matériel, on a dit que le J delta, point pendule, c'est ML carré. θ, point serait, celui-ci traverse, il devient positif. Donc, j'aurai MGL sinus θ et celui-ci devient négatif. QEL sinus θ. Bien, c'est dit quoi? Ça dit que tout simplement, notre équation différentielle, ça serait θ, point. On remplace partout le sinus par θ. Parce qu'on a vu que c'était pour des petites amplitudes. Bien, alors ça va faire que si celui-ci divise, j'aurai donc plus M. Les masses s'en vont à la longueur, j'aurai donc G sur L. Maintenant, j'aurai moins fois le champ E. L s'en va avec ce L-ci sur la masse fois L. Donc, voici l'équation différentielle. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est tout simplement une équation linéaire de second ordre, une équation de second ordre linéaire. Donc, on va conclure dans ce cas de figure qu'on a bien affaire à un oscillateur harmonique.
ici, on a la présence du champ électrique. Pour la troisième question, on vous demande d'indiquer l'expression de la période propre des oscillations en fonction des L, G, Q, M et E. Alors, pour la troisième question, je veux la période en fonction de ces grandeurs-ci. Donc, comme j'ai fait un oscillateur mécanique, ça veut dire tout simplement que oméga 0, ici, ça sera racine de G sur le L moins le Q, E sur le M, L. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si je me souviens de la relation qui lie la période avec oméga 0, j'aurai tout simplement cette relation-ci. Donc, si on ramène au même dénominateur, on met la masse ici, on met la masse ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que T serait égal à 2 pi racine de ML sur MG moins QE. Donc, c'est tout simplement l'expression de la période en fonction de quoi? En fonction de L, de G, de Q, de M et de E. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser en commentaire. Alors, dans la réalité, si on prend tout simplement notre pendule simple de tout à l'heure, si je prends tout simplement ce pendule simple, dans la réalité, si je le prends et que je l'écarte de sa position d'équilibre et je le lâche, qu'est-ce qu'il fait? Il oscille de part et d'autre, son amplitude diminue et ensuite il va tout simplement s'arrêter. Si je ne crée pas, en fait, si je n'inculque pas une force pour maintenir son mouvement, ce pendule finit tout simplement par s'arrêter. Cela est dû à la présence des forces de frottement, à la résistance de l'air. Donc, dans la réalité, en fait, la majorité des oscillateurs que vous avez rencontrés sont des oscillateurs amortis. Donc, lorsque j'ai une amplitude au départ, cette amplitude décroît au cours du temps. C'est-à-dire tout simplement que si je veux représenter, supposons par exemple que j'ai ici le temps en secondes et que j'ai par exemple l'amplitude qu'on appelle X en mètres. Supposons que ça, c'est l'amplitude maximale, doit l'écarter. Ça là, c'est moins X max. Qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque je l'écarte de sa position, il a une amplitude maximale, mais au fil du temps, qu'est-ce qui fait? Son amplitude diminue, ça diminue, ça diminue, jusqu'à ce qu'il finit tout simplement par s'arrêter. Tout ça dû aux forces de frottement. Dans la majorité, en fait, des systèmes qu'on étudiait tout à l'heure, lors des premières, deuxièmes vidéos, ou tout simplement pour le pendule simple, on a considéré qu'il n'y avait pas de force de frottement. Mais pour qu'on puisse avoir de tels systèmes dont l'amplitude reste constante au cours du temps, il faut tout simplement qu'il y ait en fait des forces qui entretiennent le mouvement. Il faut que ces forces, en fait, ces systèmes soient tout simplement entretenus au cours du temps. Raison pour laquelle on parle notamment d'oscillateurs forcés. Les oscillateurs forcés, ce sont ces oscillateurs qu'on entretient le mouvement. On peut tout simplement penser, par exemple, aux voitures avec les suspensions des voitures. Donc, ça entretient le mouvement. Également, on voit les électros émanent des vibreurs mécaniques ou encore tout simplement les systèmes de contrepoids qu'on a dans nos horloges, donc dans les horloges qui donnent l'heure là. Donc, en fait, c'est la notion d'oscillateur amorti. Maintenant, pour clôturer cette vidéo, on va s'intéresser rapidement à la notion de pendule conique. Alors, pour expliquer le pendule conique, c'est dit tout simplement quoi? Le pendule conique, c'est un peu comme... En fait, première des choses, c'est quoi? Prenons par exemple, ici, c'est la position d'équilibre à l'extrémité duquel j'ai mon objet. Maintenant, ici, j'ai tout simplement cet objet écarté de sa position. Mais le pendule conique n'est pas en fait un oscillateur parce que lui, il va tout simplement effectuer des mouvements circulaires. C'est-à-dire qu'à l'extrémité, au lieu du support simple, il y a un appareil qui va créer en fait, qui va inculquer un mouvement à l'objet qui se trouve en bas. Et donc, au lieu d'osciller comme ceci, comme les pendules qu'on a eu tout à l'heure, c'est le pendule conique va tout simplement être oscillé dans ce sens-ci. Donc, son mouvement va créer tout simplement un cercle, d'où la notion de cône. Donc, le cercle en bas et l'extrémité, ça monte jusqu'au sommet. Donc, raison pour laquelle on parle tout simplement de pendule conique. Donc, le pendule conique, si on va l'illustrer sur un schéma, c'est tout simplement dire que son mouvement serait circulaire. Donc, c'est un cercle comme... Donc, le pendule conique n'est tout simplement pas un oscillateur. Il ne se déplace pas de part et d'autre, mais il crée plutôt un cercle. Et pour pouvoir mieux comprendre ça, on va prendre un exercice d'application. Notre exercice nous dit ceci.
Un ressort à spin non jointive est suspendu verticalement à un support fixe. Sa longueur à vide est L0, 30 cm. On fixe un objet ponctuel de masse M égale à 45 grammes à son extrémité libre. À l'équilibre, le ressort a une longueur de L égale à 33,03 cm. On donne G égale à 10 Newton par kilogramme. À la première question, on nous demande de déterminer la constante des raideurs K du ressort. Alors, pour la première question, on veut tout simplement déterminer K. Alors, si je veux redéterminer la constante des raideurs, alors commençons déjà par comprendre. Notre ressort était d'abord vertical. Donc, au départ, j'avais tout simplement mon ressort placé. Donc, on a notre système comme ceci. Et au départ, le ressort est tout simplement vertical, à vide. Il a une longueur qu'on a appelée L0. Maintenant, ensuite, je mets une masse à son extrémité. Il est toujours vertical. Il est à l'équilibre maintenant. Donc, quand je mets une masse à son extrémité, voici mon ressort. Si je mets une masse à son extrémité, il s'allonge. Il s'allonge et il a une nouvelle longueur qu'on a appelée L. Maintenant, si je veux donc la longueur, la constante des raideurs, je vais étudier tout simplement l'objet si à l'équilibre. À l'équilibre, j'ai donc le poids vers le bas et j'ai la tension du ressort T. Il est sur la verticale, on ne l'a pas encore écarté. Donc ici, on va tout simplement dire que à l'équilibre, si nous sommes à l'équilibre, j'aurai tout simplement le poids. Donc, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on sait? La somme des forces égale vecteur nu. Le poids plus la tension égale vecteur nu. Maintenant, vous définissez l'axe. Donc, vous pouvez faire un petit schéma illustratif comme ceci. Et vous définissez par exemple ceci. Donc, si j'appelle ça O, Y, donc descendant, je vais dire suivant O, Y, qu'est-ce que j'ai? Le poids part dans la bonne direction, donc j'ai le poids moins la tension égale à 0. Donc le poids égale à la tension. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que la tension, c'est la constante de raideur fois l'allongement. Or, si vous vous rappelez, l'allongement, il était ici. Ensuite, il est ici. Donc l'allongement, c'est tout simplement ce qu'on a dit delta L0. Donc ici, l'allongement, c'est la longueur qu'il a à l'équilibre moins la longueur qu'il avait à vide. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'aurai le poids mg est égal à KL moins L0. Donc, si je veux K, je vais tout simplement dire que mon K serait égal à mg sur le L moins L0. Donc, à l'expression de la constance de raideur, c'est dit quoi? Si on fait la notation numérique, K égale à la masse qu'on a dit en 5 grammes, donc fois 10 exposant moins 3 fois G qu'on a pris 10 sur ceci en centimètres, donc converti en mètres, ça va faire 33 moins 30 fois 10 exposant moins 2 pour convertir en mètres. Ok, une petite remarque, c'est tout simplement que lorsque vous voyez par exemple ici, on donne virgule 0, virgule 0, virgule 0, ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois que vous allez mettre une réponse, mettez en fait avec un chiffre après la virgule. Donc, comme ils ont fait, c'est dire que chaque réponse que vous allez mettre, vous mettez un chiffre après la virgule. Donc, si on remarque bien ce monsieur par avec ce monsieur, on reste avec 45 sur 3, ce qui va faire 15. Donc, on va dire tout simplement que notre constante de raideur, c'est 15. Or, 15, ça s'exprime en quoi? Ça s'exprime tout simplement en Newton par mètre. Bien. Maintenant, pour la question 2, on dit maintenant que l'ensemble ressort masse accroché au support fixe tourne horizontalement d'un axe vertical au Z avec une vitesse angulaire constante oméga qui est 6 radians par seconde. L'axe ressort fait alors un angle θ avec la verticale et le ressort a une longueur L et l'objet ponctuel décrit un cercle de rayon R dans un plan horizontal. À la question de 1, on va exprimer le rayon R en fonction de L et de θ. Très bien.
Alors maintenant, je l'écarte de la position d'équilibre où il était. Comme on a expliqué tout à l'heure, au départ, il était tout simplement comme ceci. Donc, au départ, il était à l'équilibre avec le ressort. Et à l'extrémité du ressort, on avait un objet, cet objet-ci. Maintenant, l'écart de la position, il fait un angle θ. La nouvelle longueur, à l'équilibre, la longueur qu'il avait, c'était quoi? C'était tout simplement grand L. Maintenant, la longueur qu'il a à un instant quelconque, on a appelé ça L, petit L. Donc, quand l'écarte, on a dit que voici le rayon. N'oublions pas qu'on a expliqué tout simplement que quoi? Voici pourquoi on dit pendule conique, parce que ceci, c'est un cône. Ça, c'est la figure d'un cône. Il décrit un arc de cercle et voilà le cône. Donc, on voit la relation entre θ, L et R. Si vous regardez bien, si je fais sinus θ, c'est quoi? C'est le rayon sur hypoténuse. Donc, pour la question de 1, ça serait remarqué tout simplement que le sinus θ, c'est côté opposé sur L. Donc, je peux dire que la relation, je peux prendre que R est égal à L sinus θ. Donc, voici la relation. Bien. Maintenant, à la question 2, on va montrer que L est égal à K, L0 sur K moins M oméga carré. Alors, pour notre deuxième question, je veux tout simplement montrer ceci. Ça veut dire qu'on va étudier l'objet à un instant quelconque. C'est dit quoi? Prenons cet objet. C'est première des choses, quelles sont les forces? J'aurai le poids dirigé vers le bas. J'aurai la tension du ressort et c'est tout simplement les deux forces appliquées. C'est dit quoi? Maintenant, regardez, il effectue un mouvement circulaire. Et on a tout simplement dit que ce n'est pas une oscillation qui se déplace sur pédo. Il effectue un mouvement circulaire. Donc ici, je vais tout simplement appliquer le TC dans le référentiel de Fresnel. C'est-à-dire que comme son mouvement est un cercle, c'est-à-dire que je peux définir, par exemple, je définis ceci comme le vecteur normal et ceci le vecteur tangentiel. Donc, le vecteur tangentiel T. Donc, voici tout simplement, si je projette la tension, on aura l'angle droit ici. L'angle qui est ici, voilà, angle droit. Là, ça veut dire que θ vient encore ici. Donc, sur l'axe-ci là, je peux encore dire que voici mon θ. Donc, on va tout simplement appliquer d'après le TCI dans le repère de Fresnel. N'oubliez pas, lorsqu'on a un mouvement curviligne, on travaille dans le repère de Fresnel. Or, dans le repère de Fresnel, il y a l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Donc ici, il tourne dans ce sens-ci. Donc on va s'intéresser tout simplement à l'accélération normale. Dans ce cas de figure de repère de Fresnel, on va suivre l'axe des N. Donc suivant par exemple le vecteur N. Donc l'axe, ça c'est mon solide S. Alors qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas le poids ici, je n'ai que la tension. Ici, le projet de la tension, c'est le sinus de ceci. Le sinus de ça, parce que la tension qui est ici, c'est sinus. Donc, ça serait tout simplement T. Et maintenant, ça part dans le même sens que l'accélération normale. Donc, j'aurai T multiplié par sinus de ceci égale à quoi? Égale à M. La masse de l'objet multipliée par l'accélération normale. Bien. Maintenant, si j'ai ceci, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que pour créer la relation qu'on veut, on sait que la tension, si c'est quoi? La tension, c'est tout simplement égal à... Ici, on peut tout simplement remplacer donc ceci là par quoi? Par K facteur de L moins L0. Maintenant, qu'est-ce que je sais d'autre? Comme il n'y a pas de θ dans l'expression, si je regarde, si on veut sinus θ, on a remarqué que sinus θ, ce serait le rayon sur la longueur L. Maintenant, j'ai donc quoi? J'ai donc la masse fois accélération normale. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que l'accélération normale, c'est la vitesse au carré sur R. Mais ici, ce que j'ai, c'est la vitesse angulaire. Donc, je cherche une relation entre les deux. Je me souviens que ceci, c'est tout simplement V sur petit r. Donc, si je veux arranger, j'aurais quoi? J'aurais tout simplement... Donc, si on a V carré, on peut encore dire que ça serait égal à dire K. Donc, c'est K, L moins L0, R,
L part, ça va faire M, L. Maintenant, pour avoir, on peut écrire RV sur R au carré pour créer le carré ici. Donc, ça, c'est oméga. Ce qui va faire que le V sépare, le R aussi, pardon. Le R aussi part avec celui-ci. Donc, on continue avec l'expression si on va tout simplement dire que ça encore dit K, L, moins. Donc, ici, mon frère, ça c'est K, L, oméga. Donc, ça c'est L, c'est tout simple. Donc, ceci va nous faire KL moins KL0. Ça c'est grand L0. Et ici, là, on aura égal à M, L, oméga carré. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que si je veux les L, je dois faire passer celui-ci ici pour avoir KL moins M, L, oméga carré égale à K de L0. Ce qui fait que si je mets L en facteur, je reste avec K moins M oméga carré est égal à K de L0. Donc, je vais dire tout simplement en conclusion que notre L est égal à K L0 sur le K moins M oméga carré. Ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, pour la dernière question, on va calculer L et θ. Alors, si on veut L, on applique tout simplement. Donc, ça, c'est la notation numérique. Donc, je vais tout simplement faire la notation numérique de